Biomoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et oui, rendez-vous compte, la première de Thomas Binet en 2026. Deuxième partie, donc Thomas, vous abordez quel sujet ce matin dans Osez investir? Frédéric, d'abord on va s'attaquer à une question que tout le monde se pose un jour: acheter ou louer son logement, un choix qui dépasse le logement et engage une trajectoire de vie. Dans un instant, on va vous aider à trancher selon votre situation et votre horizon. Et puis ensuite, on parlera de transmission et de succession dans les familles recomposées, un sujet sensible mais essentiel. On reçoit Stéphanie Gaillard-Sérougne, notaire et porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. On va faire le tri entre les idées reçues et les vraies solutions. Et puis on termine notre rendez-vous dominical avec Olivier Malteste, notre expert en marché financier, qui va nous parler du célèbre 60-40. C'est quoi? Ça sert à quoi? Et est-ce toujours la référence? Olivier nous y répond dans un instant. Ecoréseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Je suis sûr que cette question est apparue, y compris lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. Faut-il acheter ou louer? Pourquoi cette question revient-elle sans cesse, Thomas Binet? Frédéric Brindel, comme vous m'appelez. Parce que c'est une décision qui engage toute une vie. Acheter, ça rassure, on possède, on se construit un patrimoine. On imagine déjà les enfants grandir dans ce bien. Louer, c'est plus léger. On peut bouger, changer de ville, changer de travail sans être coincé par un crédit. Et au fond, chacun projette ses propres rêves et ses propres peurs dans ce choix. C'est pour ça qu'il revient tout le temps dans nos esprits. Allez plus loin, s'il vous plaît, Thomas. Concrètement, qu'est-ce qui fait pencher la balance aujourd'hui? Le contexte, Frédéric. Avec des taux plus élevés et des prix qui restent hauts dans beaucoup de villes, acheter devient beaucoup plus difficile. Louer peut être alors une vraie stratégie, surtout pour les jeunes qui veulent d'abord se constituer une épargne. Mais attention, quand les taux baissent, les rapports s'inversent. Et puis, il y a les réalités locales. À Paris ou Lyon, louer peut coûter moins cher chaque mois qu'un crédit. Dans d'autres zones, c'est l'inverse. C'est vraiment du cas par cas. Après, il faut juste se rappeler quand même qu'il faut trouver des appartements disponibles à la location en fonction des localisations recherchées. Allez, l'instant synthèse. On fait comment pour trancher cette fameuse question? On revient à soi. Est-ce qu'on a envie de stabilité ou de liberté? Est-ce qu'on peut aborder et absorber un crédit sans se mettre la corde au cou? Et surtout, combien de temps va-t-on rester dans le logement? Si c'est moins de 5 ans, louer est souvent plus pertinent. Au-delà, acheter peut devenir une véritable accélération patrimoniale. La réponse n'est pas universelle, mais quand on connaît les priorités, les siennes, on finit toujours par éclaircir cette question éternelle. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Eh bien, elle restera comme la première invitée de 2026 pour Oser investir. Bonjour Stéphanie Gaillard-Sérougne, notaire à Paris et porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Bonne année à vous, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour. Bonjour Thomas et mes meilleurs vœux à vous et à tous. Meilleurs vœux également à vous, maître. Pourquoi la succession, on va rentrer dans le dur tout de suite, pourquoi la succession est-elle plus complexe dans une famille recomposée que dans une famille classique ? Alors pour deux raisons. D'abord parce que c'est pas évident de parler de choses qui sont désagréables lorsqu'on refait sa vie, ouais, ou on ouvre une nouvelle une nouvelle page, pardon. Donc je pense que c'est se projeter vers des choses qui sont pas très gaies. Deuxièmement, une famille recomposée, pour moi, je fais une grande différence entre une famille recomposée qui a des enfants d'une première union ou une famille recomposée qui n'a pas d'enfants. J'ai envie de vous dire que sans enfants, c'est un problème d'adulte. S'il y a des enfants, ça n'est pas qu'un problème d'adulte, c'est un problème d'adulte et un problème d'enfants qui n'ont a priori rien demandé. Donc, la difficulté, c'est oser parler du pire alors que vous êtes en train d'ouvrir une page de gaieté. Alors, vous, à la Chambre des notaires, vous alertez justement sur les difficultés liées à ces situations. Moi, j'ai une question que je me pose immédiatement. Qui hérite réellement en l'absence de préparation dans une famille recomposée? Parce que ça met à jour souvent que rien n'est préparé aussi. Exactement, c'est-à-dire qu'on oublie l'anticipation. On sort souvent d'un divorce. Il y a des gens effectivement qui repartent dans une famille recomposée avec un des conjoints qui a eu une union et un autre qui n'a pas d'union. Donc déjà, il y a un passif, si vous me permettez l'expression, qui est un peu négatif en début d'année. Mais vous partez avec un vécu violent, c'est-à-dire qu'un divorce, ça se passe quelquefois bien, d'autres fois c'est un petit peu plus compliqué. Donc, repartir
à expliquer en tant que notaire que, ok, vous allez repartir dans une histoire, mais je suis en train de vous dire, si vous ne vous protégez pas, si vous n'anticipez pas, vous allez au-devant de difficultés. Il faut déjà qu'au niveau psychologique, on mette un petit peu de liant et qu'on comprenne qu'il y a des douleurs quelquefois qui sont des fractures qu'on n'arrive pas à réparer. Donc anticiper, protéger, Oui. et ça veut dire rédiger. Alors, donc on a des outils. On va rentrer dans le détail de certaines dispositions. Un cas particulier, mais qui malheureusement se retrouve de temps en temps. En cas de décès, le conjoint survivant est-il naturellement bien protégé ? Alors depuis 2016, oui. C'est-à-dire qu'il y a un grand changement. Le conjoint était beaucoup oublié, exposé, exactement. Et aujourd'hui, c'est un héritier à part entière. Ce qui est une révolution, parce que si on n'anticipe pas et si on ne protège pas, on se retrouve avec de fait une indivision avec des enfants de la première union. Alors, justement, regardons un cas de situation très simple. Dans une famille recomposée, est-ce que la solution, ça ne serait pas de passer par un testament ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a une caisse à outils. Vous avez un testament qui est une excellente idée, Thomas, effectivement, ouais. Parce que c'est à géométrie variable, c'est-à-dire que c'est un acte qui est évolutif. Une donation, c'est un enrichissement pour une partie et un appauvrissement pour l'autre, et c'est... vous ne pouvez pas détricoter quelque chose que vous avez tricoté. Un testament... Oui, ce que vous êtes en train de dire, c'est que si on fait un testament, on fait une donation, on ne revient pas en arrière. Ce qui est donné est donné. C'est très clair, il faut que tout le monde l'entende. Pas de testament, Thomas. Testament, vous pouvez venir me voir tous les jours à l'étude, ça sera avec grand plaisir. Testament, on peut revenir dessus, mais c'est la donation, ce que vous avez commencé à expliquer. Exactement. Ouais. Donc ça, il faut le prendre avec, il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire. Donc, testament, c'est une bonne solution, mais je partirai même avec quelque chose encore plus ab initio avant le mariage, c'est le contrat de mariage. C'est-à-dire que si vous envisagez un remariage, venez voir votre notaire et on préparera un contrat de mariage. Alors justement, donation entre époux, changement de régime matrimonial par exemple, hein. Dans quel cas ça a du sens tout ça ? Vous n'avez pas pris conscience au moment de vous marier qu'il fallait vous protéger. Et vous êtes donc passé devant monsieur le maire sans avoir établi de contrat de mariage. Pas de panique. On a un service après-vente et à ce moment-là, on vous propose un changement de régime matrimonial qui peut, au cours de votre vie matrimoniale, répondre à des problématiques que vous avez et protéger vos enfants d'une première union ou vous protéger par rapport à votre activité professionnelle. Alors parlons des enfants. Les enfants du conjoint sont-ils fiscalement considérés comme des tiers et imposés à 60%? Vis-à-vis de qui? De la personne qui n'est pas leur père. Oui. Le beau-parent. Absolument. Ce sont des étrangers. Sauf si vous avez des velléités de vouloir adopter les enfants de votre nouvelle épouse. Mais attention, il y a des conditions. Il faut que vous ayez une vie commune depuis un certain temps, que vous ayez au moins 15 ans de différence avec les enfants de votre nouveau conjoint et que vous ayez une histoire à raconter. On n'adopte pas les enfants de son conjoint uniquement pour un problème fiscal. Et ça ne sera qu'une adoption simple et non pas une adoption plénière. Ce que vous êtes en train de nous expliquer depuis le début de cet échange, c'est que c'est extrêmement complexe en fait. Ça paraît pas pour vous, forcément, c'est votre métier. Mais pour ceux qui nous écoutent ce dimanche matin, c'est très complexe. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher conseil immédiatement quand on est dans ce genre de situation. On s'improvise pas. Alors, c'est un petit peu comme la magie, hein, c'est-à-dire que c'est très facile quand on sait faire. Ça peut être un flop si on ne sait pas faire. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est simple. Mais venez nous voir le plus tôt possible pour pas qu'on ait à vous faire des usines à gaz. En fait, c'est très simple. C'est je me protège, je protège mon conjoint parce qu'on peut adosser au contrat de mariage de séparation de biens une donation entre époux. Thomas, vous l'avez abordé tout à l'heure. Donation entre époux, c'est quelque chose qui permet de protéger son conjoint sans pour autant désavantager ses enfants de première union ou ses futurs enfants du nouveau couple. Parce que ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est que quand vous venez nous voir, je ne suis pas Madame Irma, ni moi ni mes confrères, on vous propose des choses à un instant T sans savoir comment va évoluer votre vie, votre nouvelle vie. Ça veut donc dire que soit l'un des deux a un patrimoine qui devient énorme et peut-être que le contrat de mariage ne correspond plus, peut-être qu'il y en a un qui a arrêté de travailler pour avantager l'autre, il faut peut-être le surprotéger. Vous avez peut-être des enfants qui sont avec un handicap et donc il y a peut-être un des enfants qu'il faudra
Absolument. aider plus que les autres. Donc, c'est du sur-mesure. Alors justement, parmi tous les points de vigilance, s'il y en a un qui devait dépasser les autres, ce serait lequel? Quel est le plus important à avoir en tête immédiatement? Faire du séparatiste, c'est-à-dire la notion de séparatiste, c'est pas qu'on puisse pas acheter tous les deux ou acheter avec le nouveau conjoint, c'est simplement arriver à faire une traçabilité de qui a payé quoi et comment, pour qu'au moment où leur auteur, parce que le problème c'est le beau-père ou la belle-mère qui est pas forcément la personne qu'on aime, parce que c'est à cause de lui ou d'elle que les enfants n'ont plus leur famille rêvée. Donc, il faut absolument qu'on évite des conflits et qu'au moment du règlement de la succession, on soit en capacité de dire ce bien appartient à telle personne, cette quote-part appartient à telle personne, et qu'on n'ait pas à faire du rétropédalage de vérifier qui a payé quoi. Alors ma dernière question pour vous, parce que depuis notre début d'échange, on parle d'argent, on parle de placement quelque part, on parle de tout, mais on va surtout parler de famille en fait, parce que préparer tout ça, c'est s'assurer une forme de paix familiale. Sinon, c'est laisser une bombe à retardement aussi. Thomas, moi je peux pas expliquer mieux les choses que ce que vous venez de dire. C'est la paix familiale, c'est-à-dire soit on est égoïste, et je l'entends. J'ai quelquefois des clients qui me disent écoutez Maître Gaillard, moi je vais vous dire quelque chose, je m'en fiche, ils se débrouilleront quand je serai plus là. Oui. Vous avez d'autres personnes qui sont avec une vraie volonté de paix des familles, c'est le mot que vous venez d'utiliser, et anticiper, prévoir et surtout communiquer. Il y a des prises de décision qui sont prises par des parents dans le but de protéger leurs enfants, mais si vous n'expliquez pas à vos enfants pourquoi vous avez pris telle ou telle posture, les enfants le prennent comme une trahison alors que c'était fait pour vous protéger. Donc pour moi, si on doit résumer, parler d'argent entre les couples, c'est pas tabou. C'est pas tabou. Ah non, vraiment pas. C'est même la paix du couple. Et puis, savoir ce que vous voulez. Donner un coup de pouce aux enfants, c'est bien, mais pas trop tôt. Et ne vous dépossédez pas au profit des enfants si vous n'en avez pas les moyens. Et allez voir un notaire. Merci à vous. Thème crucial de la vie de nos familles. Et d'ailleurs, 2026 sera marqué politiquement par le rôle aussi, la définition du rôle des beaux-parents. Merci Stéphanie Gaillard-Sérougne d'être passée par Oser Investir. Je le rappelle, vous êtes notaire à Paris et porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Lui aussi a passé un bon réveillon et il nous retrouve, Olivier Malteste. Bonne année, Olivier. Merci, bonne année à vous aussi. Thomas, notre expert en marché financier, professeur de finance à Paris-Dauphine, notre Olivier Malteste, est donc avec vous en ce début d'année. Vous parlez de diversification et d'un soi-disant célèbre 60-40, mais de quoi s'agit-il ? Oui, Frédéric, on parle souvent de diversification ici. Et Olivier a voulu, pour sa première chronique de l'année, commencer fort en mettant en avant les risques qui pèsent aujourd'hui sur la diversification de nos investissements. Et oui, mon cher Thomas, alors on a tous nos petits travers et moi, des formations professionnelles obligent, j'ai passé la période de fin d'année plongé dans les notes de perspective des grandes banques et des grandes sociétés de gestion. Ça a dû être sympa de passer le réveillon avec vous, non ? Oui. Mais bon, ce qu'on apprend quand même, c'est toujours intéressant d'avoir des lectures saines pendant les périodes de vacances, c'est que les grands acteurs, ils nous alertent tous pratiquement sur un risque lié à la diversification. Alors, aux États-Unis, par exemple, un portefeuille diversifié standard, c'est un portefeuille investi à hauteur de 60% en actions et de 40% en obligations. C'est le fameux 60-40, répartition suivie par les Américains quand ils ne savent pas trop quoi faire. Alors, chez nous, en France, c'est l'équivalent d'un placement en 50% actions et 50% obligations, j'ai bien compris ? Oui, c'est ça. Et vous noterez d'ailleurs que les investisseurs américains ont tendance à plus aimer les actions que nous, Français. Et l'idée qui revient fréquemment dans les notes de perspective, c'est que ce portefeuille type est beaucoup moins intéressant que précédemment. En effet, on observe que la volatilité, donc le risque des obligations et leur corrélation avec les marchés actions a fortement augmenté ces dernières années. Cela s'explique par le retour de l'inflation qu'on avait observé après le Covid en 2022 et les États sont globalement aussi de plus en plus endettés, ce qui augmente le risque associé aux investissements obligataires. Et donc, que proposent les grandes banques ou les grandes sociétés de gestion pour tenter de résoudre ce problème, Olivier ? Eh bien, d'introduire dans ces allocations d'autres types d'actifs pour mieux diversifier. Alors évidemment, on pense à l'or, mais il a déjà beaucoup monté. Il y a également le Bitcoin, mais alors là, accrochez-vous car c'est un investissement particulièrement volatile. En fait, le consensus semble de plus en plus se porter sur l'immobilier qui a beaucoup souffert ces dernières années et les marchés privés via les FCPR, les fonds communs de placement à risque. Et on va retrouver dans ces FCPR des investissements en dette privée pour financer les infrastructures par exemple ou les investissements dans les entreprises non cotées.
Merci Olivier. Bon, et un appel au 0826 300 300. Passer un réveillon avec Olivier Maltès, c'est un réel plaisir, je vous le confirme. C'est ça. Thomas Binet. Absolument. Voilà, merci Thomas, à la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.